Avez-vous remarqué comment les hommes politiques terminent leur discours? Elle varie d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, ils disent God bless America, c'est-à-dire que Dieu bénisse l'Amérique. En Inde, ils disent Jai Hind, salut l'Inde. En France, ils disent vive la France. Et en Arabie Saoudite, ils louent Dieu et son prophète, Mohammed. Des mots différents, mais un même sentiment. Un clin d'œil à la grandeur, un espoir que votre pays et votre culture vivent éternellement. Mais Emmanuel Macron a choisi une autre voie. En prononçant un discours à Paris, il a exposé sa vision de l'Union européenne. Mais il n'a pas fait l'éloge de l'Europe. Au contraire, il a prévenu que l'Europe pouvait mourir. C'est une chose effrayante à dire pour n'importe qui, et encore plus pour l'un des plus hauts dirigeants de l'Europe. Pourquoi le président Macron l'a-t-il dit? À quoi faisait-il référence? En gros, à deux choses. La première est la guerre en Ukraine. Macron l'a qualifiée de plus grande menace pour la sécurité européenne. Et deuxièmement, la position stratégique de l'Europe. Macron a déclaré que l'UE perdait de sa pertinence. Elle est trop dépendante des autres. Voici ce que le président français a dit. L'Union européenne achète son énergie et ses engrais à la Russie, délocalise sa production en Chine, se renforce et dépend des États-Unis pour sa sécurité. Il est difficile de contester ces propos car c'est exactement ce que l'Europe a fait au cours des dernières décennies. Au cours des 20 dernières années, l'Europe a connu une évolution qui n'est pas très réjouissante. En 2000, 41 des 100 plus grandes entreprises mondiales étaient européennes. Aujourd'hui, seules 15 d'entre elles sont européennes et chaque année, plusieurs disparaissent de la liste. Et les quelques entreprises qui restent sur la liste appartiennent soit à des secteurs moribonds comme le pétrole et le gaz, soit à des secteurs où la concurrence mondiale s'intensifie, comme la construction automobile. Au lieu des téléphones Nokia fabriqués en Finlande, les Européens utilisent désormais des téléphones Huawei fabriqués en Chine. Il n'y a pas une seule grande entreprise technologique européenne qui puisse être comparée à des géants comme Amazon, Apple ou Meta. Il devient de plus en plus évident que l'Europe est en train de se transformer, lentement mais sûrement, d'une puissance économique en un continent archaïque et obsolète. Un continent qui vit de ses anciennes réalisations, mais qui ne parvient pas à réussir et à s'adapter à un monde en mutation. Mais pourquoi? Où et comment l'Europe a-t-elle perdu son avance et sa capacité d'innovation? Pourquoi les pays européens riches et développés sont-ils incapables de rivaliser avec l'Asie et les États-Unis? Est-il encore temps d'y remédier? Ou bien l'Europe est-elle vraiment destinée à perdre toute pertinence économique? Pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, il faut d'abord comprendre comment l'Europe est devenue une superpuissance économique. Car la domination économique de l'Occident est étonnamment un phénomène très récent. Jusqu'au XVIIIe siècle, les différences entre les économies des différents pays et des différentes régions étaient extrêmement faibles. En fait, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine étaient économiquement au même niveau que l'Europe et l'Amérique du Nord. La Chine et l'Inde représentaient à elles deux la moitié de l'économie mondiale, soit 2 fois plus qu'aujourd'hui. Mais il s'est passé quelque chose, la révolution industrielle. En gros, l'Europe s'est lancée dans une soudaine vague d'innovation technologique qui a complètement changé l'aspect du continent et plus important encore, la façon dont les Européens faisaient des affaires. En l'espace de quelques décennies, les petits ateliers se sont transformés en usines gigantesques qui utilisaient soudain des machines, des moteurs à vapeur et des outils mécaniques et tout est devenu plus rapide, meilleur et plus productif. C'est à ce moment-là que l'économie européenne a commencé à décoller, à prendre de l'avance sur le reste du monde. Et elle n'a fait que s'accélérer. D'autres inventions ont suivi, ce qui s'est traduit par plus d'argent et de meilleures forces armées. C'est à ce moment-là que le colonialisme européen a vraiment démarré. Soudain, l'Europe est devenue une puissance économique inarrêtable, dotée d'une meilleure armée que n'importe qui d'autre, ce qui a permis aux puissances européennes de conquérir une grande partie du monde tout au long du XIXe siècle. Elle a également maintenu dans la pauvreté une grande partie de ses concurrents potentiels. Tout allait pour le mieux pour les Européens, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les choses ont commencé à changer, alors que de plus en plus d'anciennes colonies accédaient à l'indépendance, la part européenne du PIB mondial a commencé à diminuer. D'abord lentement, puis de plus en plus rapidement. Alors que dans les années 60, l'Europe représentait plus d'un tiers de l'économie mondiale, elle en représente aujourd'hui moins de 15%. Et comme la part de l'Europe dans l'économie mondiale est de plus en plus faible, le continent autrefois dominant devient de moins en moins pertinent. Aujourd'hui, l'Europe se trouve dans une sorte de malaise économique dont elle ne semble pas pouvoir sortir. 3 indicateurs montrent à quel point la situation est grave. Premièrement, les plus grandes entreprises européennes ne parviennent pas à suivre le rythme de leurs concurrents mondiaux. Il suffit de regarder ces graphiques. Voici JP Morgan, la plus grande banque américaine, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 10% au cours des 12 dernières années.
Dans le même temps, les revenus de la plus grande banque européenne, BNP Paribas, ont diminué de 8%. Et elle fait mieux que la Deutsche Bank, la plus grande banque allemande, dont les revenus ont diminué de plus de 40% dans le même temps. Et il n'y a pas que les banques. Walmart, la gigantesque chaîne de supermarchés américaine, a progressé de 40% depuis 2009, tandis que Carrefour, l'un de ses équivalents européens, a reculé de 28%. Le chiffre d'affaires de Nike a presque triplé depuis 2010, alors que celui de son concurrent direct européen, Adidas, n'a progressé que d'un peu plus de 50%. Apple, la plus grande entreprise technologique américaine, a réussi à croître de près de 600%, tandis qu'Alibaba, la plus grande entreprise technologique chinoise, a connu une croissance de 1300%. Comparez cela avec SAP, la plus grande entreprise technologique européenne, qui n'a progressé que de 100%, alors que son chiffre d'affaires est 10 fois inférieur. On peut procéder secteur par secteur en examinant les plus grandes entreprises qui représentent la majeure partie de l'économie et les données sont claires. Les entreprises américaines et chinoises se développent, et elles se développent rapidement. En revanche, leurs équivalents européens se développent à un rythme beaucoup plus lent, ou pire encore, leurs revenus sont de plus en plus faibles. Quelle qu'en soit la raison, les entreprises européennes font quelque chose de mal, et cela est étroitement lié à un autre fait troublant. Bon nombre des plus grandes entreprises européennes sont tout simplement dans les mauvais secteurs d'activité. La différence frappante est que tandis que le top 10 américain est rempli de technologie et de commerce de détail, le top 10 européen est rempli de pétrole et de gaz et de constructeurs automobiles. Deux secteurs qui vont être massivement transformés par l'évolution mondiale vers des ressources durables. Et même si elles tentent de s'adapter, il est très peu probable que des entreprises comme Shell et BP dominent l'économie mondiale dans les décennies à venir, comme elles l'ont fait au XXe siècle. Au lieu de cela, la croissance mondiale sera probablement tirée par un secteur complètement différent, celui des grandes technologies. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe non plus, car l'Europe, avec toutes ses réalisations industrielles et scientifiques, n'a pas réussi à produire des entreprises de grande technologie qui pourraient même se comparer aux géants de la technologie des États-Unis ou de la Chine. SAP, la seule entreprise technologique européenne figurant dans le classement Fortune 500, existe depuis un demi-siècle. Elle n'est pas du tout dans la même catégorie que les géants américains de la technologie. Pour une raison ou une autre, l'Europe a perdu sa capacité d'innovation. C'est la raison pour laquelle les entreprises européennes perdent du terrain face à leurs concurrents mondiaux. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment l'Europe, qui était autrefois le continent le plus innovant, a-t-elle perdu cette capacité? Il y a deux raisons principales. Premièrement, l'innovation a tendance à se produire lorsqu'il n'y a pas d'obstacle majeur sur son chemin. Or, des études comme celle-ci montrent que l'un des principaux obstacles à l'innovation est l'excès de réglementation. Or, il se trouve que l'Europe est ce qu'on appelle une puissance réglementaire. Elle est généralement la première au monde à réglementer quoi que ce soit, et le reste du monde suit généralement beaucoup plus tard et adopte souvent les normes européennes. D'un côté, c'est très bien, car la réglementation est censée protéger les personnes, l'environnement et tout ce qui nous tient à cœur. Mais d'un autre côté, trop de réglementation peut réduire la capacité des entreprises à faire des affaires, diminuer la concurrence, les investissements et d'une manière générale ralentir l'ensemble de l'économie. Au cours des dernières décennies, l'Union européenne et les pays européens ont réglementé plus que quiconque. En fait, l'UE a même lancé un programme visant à inverser cette tendance, mais sans grand succès jusqu'à présent. Il n'est pas seulement plus difficile pour les entreprises européennes d'innover, mais elles ne sont pas non plus incitées à le faire. Bien que la majeure partie de l'Europe fasse désormais partie de l'UE, chaque pays possède encore son propre ensemble de réglementations, de règles, de permis et de licences auxquelles les entreprises doivent se conformer lorsqu'elles veulent y faire des affaires. En ce sens, l'Europe est plus fragmentée qu'il n'y paraît, et il s'agit toujours de 28 marchés différents plutôt que d'un seul grand marché. Il est donc plus difficile, plus lent et plus coûteux pour les entreprises de s'étendre d'un pays européen au reste du continent, par rapport aux États-Unis par exemple. Il est alors plus difficile pour les entreprises européennes de croître aussi rapidement que leurs homologues mondiales, puisqu'elles ne ciblent que leurs propres petits marchés nationaux. Cela signifie également que l'essentiel de la concurrence en Europe s'exerce à l'intérieur de chaque pays, mais pas autant sur l'ensemble du continent. Les entreprises européennes n'ont donc pas besoin d'être aussi innovantes, affamées et agressives que si elles se trouvaient sur un marché géant comme celui de la Chine, de l'Inde ou des États-Unis. Jusqu'à présent, l'Europe a pu vivre sur ses acquis historiques, maintenir son état-providence et sa qualité de vie, tout en évitant les changements radicaux. Mais incapable de rivaliser avec succès au niveau mondial, avec une population vieillissante et une part décroissante de l'économie mondiale, le modèle européen ne semble pas très durable. Tôt ou tard, l'Europe devra changer, s'adapter et retrouver son dynamisme ou en subir les conséquences d'une manière ou d'une autre.